Mais pour le moment, nous devons adresser le concept de macroéconomie. Oui. Aujourd'hui, l'apport de la diaspora dans nos économies, cela est indéniable. Mais un reproche est fait à ces fonds, on leur reproche de perturber un peu, ces économies-là. Si nous prenons toujours cette publication de la Banque mondiale, on dit entre 1980 et 1999, le volume des transferts d'argent vers l'Égypte a varié de 17% en moyenne d'une année à une autre, de 50% vers le Cameroun, le Cap vers le Niger, le Togo, et plus de 100% vers le Lesotho, le Ghana et le Cameroun. Donc, on reproche à ces fonds de perturber un peu les économies parce que ne pouvant pas être budgétisés. Vous savez, pour être budgétisé, qu'est-ce que c'est que le budget? Le budget s'occupe des grands équilibres d'un pays. Là, les fonds envoyés par la diaspora, ce sont des fonds de subsistance essentiellement, de survie. Donc ça ne perturbe pas, à mon avis. Vous savez, vous avez à la Banque mondiale beaucoup d'économistes sur le papier, qui manipulent des statistiques, qui font des graphiques, mais qui ne vivent pas dans le pays. J'en ai fusillé un récemment, l'année dernière, un certain un nom hindou, qui avait fait une très fausse analyse de l'économie togolaise, complètement. Et je lui ai adressé officiellement ma réponse sur Internet. Il n'a jamais, où je le cassais, il n'a jamais répondu. Et depuis lors, il s'est tu. Donc, vous avez des études qui sont faites. Quand vous aidez, quand quelqu'un reçoit de l'argent pour sa subsistance, ou bien pour avoir un petit outil de travail, comme la moto, ça ne perturbe pas l'économie. Au contraire, ça assainit l'économie. Ça évite les soulèvements populaires, les mécontentements populaires. C'est comme si vous versez de l'eau à un assoiffé. Si vous lui donnez une goutte d'eau, même un verre d'eau, ça va plutôt le calmer et lui faire du bien. Or, les fonds de la diaspora, c'est ce verre d'eau qu'on donne à un assoiffé. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient, il n'interfère pas dans les investissements. C'est au niveau de la consommation et de la survie de la toute petite micro-entreprise, où les financements sont défaillants complètement. C'est seulement depuis 1 an, 2 ans que ça commence à se développer, la microfinance, mais à quel taux? C'est un taux usuraire qui vraiment pompe tous les bénéfices réalisés par les petits pauvres s'en vont dans la banque, ce qui est inhumain et injuste. C'est pourquoi si la diaspora pouvait créer un fonds d'investissement, comme je le proposais tout à l'heure, avec un capital qui serait renouvelé chaque année, augmenté chaque année de 10 milliards CFA par an, au niveau togolais, mais on pourrait financer la microfinance, les petits artisans, les petites revendeuses, etc., de façon vraiment à taux nul, pratiquement, c'est pas à taux... Et sans arrière-pensée politique, comme cela se fait actuellement avec les NAFA, les ONG NAFA et Apache, etc. Non, je les dénonce parce que c'est illégal ce qui se fait. Et tout ce qui est illégal, moi je suis contre et je le dis devant tout le monde. C'est de l'achat de conscience au lieu d'être de la véritable aide aux populations. D'accord. M. Boucho, on dit que les fonds que vous envoyez généralement perturbent les économies des pays africains parce que ne pouvant pas être budgétisés. Je ne crois pas. Bon, comme vient de le dire M. Khalif, les fonds je ne crois pas que ces fonds sont destinés à l'État pour rentrer dans le concept budgétaire. Donc je pense que c'est des fonds qui sont envoyés en tant qu'assistance à la consommation. Et je vais vous dire que la diaspora est appréciée et à remercier pour ses efforts en termes de flux financiers. Quand j'ai dû mettre ma micro-industrie de production agraire de volailles pour pondeuses, bon, je pense que le jeudi j'étais allé à Agné pour acheter les maïs, parce qu'on achète les maïs pour nourrir nos poules. Et lorsqu'on est arrivé, je pense que le prix du bord de maïs aurait augmenté de 25 francs pendant notre intervention sur le marché, parce qu'on achète beaucoup de maïs. Donc, lorsque le monsieur de ticket, c'est pas d'impôt, le municipalité est arrivé, la bonne dame avec plaisir a dû payer son impôt sans frustration. Je crois que ce sont des reflets de l'apport de la diaspora dans l'économie. Bon, avant, il parlait déjà des chamaillements entre le gars de l'impôt et la dame. Je crois que sans vraiment le constater sur place, nous apportons un dynamisme économique sur le marché. Et le pouvoir devait nous accompagner. Je crois que ces questions de perturbations budgétaires ne sont pas considérées. D'accord. Est-ce que l'impact de ces apports est direct sur l'économie? Est-ce que c'est direct?
tout à fait direct. Ça va à la base, parce que quoi? La bonne dame qui produit le maïs, disons, le producteur qui fait son champ, la dame rapidement va au champ pour prendre le maïs, vient au marché. Nous sommes là pour acheter le maïs. Ça ne peut que stimuler l'économie. Vous vous rendez compte, ça représente 10% du PIB du Togo qui nous tombe du ciel. C'est formidable. C'est l'équivalent des flux touristiques, des revenus touristiques de l'année 1975. En 1975, le tourisme, je l'avais dit ici, représentait 10% du PIB du Togo, alors que maintenant il représente 0,8%. Donc tout ça, ça nous fait un manque à gagner pour le pays. Et là, ça nous fait un plus à gagner pour le pays qui est extraordinaire. Surtout qu'il s'en va, cet argent-là va aux petits pauvres, aux plus démunis, à ceux qui sont dans l'extrême pauvreté. C'est formidable. Ça, c'est cet élan de solidarité qui existe entre la diaspora togolaise et les filles et les enfants du pays. Ça, je vous dis, sans cela, il y aurait eu une révolution dans le pays, je le répète. Il faut dire merci à la diaspora. Merci. Et oui, mais malgré ces efforts, malgré ces efforts certains, beaucoup estiment que les investissements que vous faites sur place généralement s'orientent vers l'informel. Il est très difficile de les quantifier et de mesurer directement leur impact sur nos économies. Oui, tout à fait. Je pense que nous devons revoir un peu la politique fiscale de l'État. Bon, vous créez une entreprise, c'est peut-être une planète. On est à Hébert, on est à Kédianaoué, on est quelque part. L'État vient dire que bon, je vais taxer toutes les unités de production. On paie la taxe à trois niveaux. Sans que réellement, on n'est pas encore dans une phase de revenus considérable ou disons substantielle, où on n'est pas dans un état de profit au niveau de l'entreprise. Je crois que ces politiques fiscales ne sont pas encourageantes en termes d'investissement. Et lorsque vous arrivez maintenant au port, vous amenez une voiture. On vous dit que vous payez 53% d'impôt sur la voiture. Actuellement, on parle de ce côté qui donne des chiffres de valeur des voitures, on ne sait même pas d'où ils sont ces chiffres-là. Alors que peut-être le gars aurait allé sur auction aux États-Unis, payer la voiture à bas prix pour venir faire des affaires ici. Je crois que ce sont des éléments que le pouvoir doit considérer. Bien sûr, on sait que l'État a besoin de recettes fiscales pour pouvoir survivre. Mais il ne faudrait pas que ces politiques, je veux dire, endommagent l'économie, ou disons, asphyxient l'économie. Et je suis dans le transfert, beaucoup de nos clients sont ceux-là qui font ces affaires de voitures, repartent, retournent l'argent aux États-Unis pour les voitures revenir. Mais depuis que décembre, on a dû augmenter ce taux d'impôt. On a perdu beaucoup de clients. 90% de nos clients ont disparu. Ils sont tournés vers le Cotonou. Mais ça va dans le terme de pays? Je ne crois pas. Mais il faudrait jouer à un niveau de manière que, bien sûr, les rentrées fiscales seront assurées, mais l'économie aussi sera porteuse d'avenir. D'accord. M. Khalif, on reproche à ces fonds de ne pas servir directement dans notre économie parce que investi dans l'informel. Alors, l'informel fait partie intégrante de l'économie. L'informel, ce sont les plus pauvres. Mais il y a deux. Attention, là, vous touchez à un secteur encore qui va vous révolter. Dans l'informel, vous avez deux parties. Oui. Vous avez la partie immergée et la partie émergée. La partie émergée, c'est la partie saine de l'économie. Ce sont les pauvres gens non éduqués et qui n'ont pas les moyens, qui ont de faibles revenus et qui cherchent à survivre. Et vous avez la partie immergée, c'est les grands fraudeurs, les prédateurs de ce pays, qui nous font perdre plus de 300 milliards CFA par an au niveau des douanes et des impôts, qui ne payent pas. Ceux-là, c'est à condamner. Et j'espère qu'ils disparaîtront en 2010 parce qu'il y aura un changement de pouvoir. Mais la partie émergente, c'est la partie saine. Ce sont toutes ces revendeuses que vous voyez au marché, tous ces artisans qui travaillent dans leur maison, tous ces tailleurs, tout cela font partie du secteur informel sain, qui lui, constitue la majeure partie de la population. On a parlé de 150 000 émigrants. Les émigrants font partie de l'informel normalement. Bon, maintenant, ils sont devenus structurés puisqu'ils doivent payer des taxes de, je crois, 8 000 francs par an aux impôts, ce qui est une bonne chose de payer des taxes parce que là, ça les habitue, ça leur donne le pouvoir de protester parce que ça rapporte à l'État 1,5 milliard de taxes par an uniquement pour le matricule. Donc, ils peuvent aller maintenant négocier, comme ils sont 150 000 à travers tout le pays, qu'ils payent 1,5 milliard de taxes à l'impôt, plus toute la taxe qui va dans l'essence qui doit représenter au moins 10 à 15 milliards CFA, qui est de contribution au budget du pays. Là, ils représentent un groupe de pression qui peuvent aller en groupe, comme ils sont syndiqués ou je ne sais pas quoi, ils n'ont qu'à y aller en groupe et réclamer certains avantages sociaux. Ils
peuvent avoir, ils ont un pouvoir en main, économique et social, vu leur nombre. Hein, je crois que c'est le secteur du travail qui est le plus nombreux au pays, parce que la zone franche en entier fait 6 000 personnes, hein, 6 000 emplois. Là, il y a 150 000 emplois, c'est extraordinaire. Hein, quand j'ai regardé ça depuis hier, je ne le savais pas avant. J'ai fouillé dans mes journaux et j'ai trouvé ces statistiques invraisemblables. Donc, c'est une force, le secteur informel. Et tout ce qu'il faut, c'est l'amener à se rationaliser, à apprendre, parce que vous avez beaucoup par exemple, de menuisiers. Vous les voyez, ils montent un atelier, et puis au bout d'1 an, 2 ans, l'atelier ferme. Parce qu'ils ne savent pas calculer leur prix de revient. Hein, ils vendent, et ils ont besoin d'argent, il y a quelqu'un qui leur dit, bon, j'achète votre meuble à tel prix, hein, lui, il a besoin d'argent, il cède, alors que c'est en dessous de son prix de revient. Et quand ça se répète à plusieurs fois, l'entreprise tombe à faillite et elle ferme. Ça, par contre, il faudrait qu'on puisse rationaliser ce secteur, qu'on puisse mettre à leur disposition des encadreurs qui leur apprennent comment calculer un prix de revient et un prix de vente. Ça manque. On ne s'en est pas occupé jusqu'à présent. Je l'ai proposé depuis 30 ans que je propose, de créer dans les quartiers des centres de formation, d'encadrement, de comptabilité à tout le secteur informel, mais on n'en a jamais voulu tenir compte parce que c'est pas de l'argent qui est rentré dans les poches de nos gouvernants. Oui, ça c'est pas le rôle de la diaspora, je crois. Mais je pense que j'ai une inquiétude à propos de l'infirmière ici au Togo. Parce que quand je vois les gens sur les émissions, bon, j'apprécie les efforts qu'ils font pour pouvoir se donner des revenus et de suivre. Mais en même temps, je suis concerné. Parce que c'est des amis où on a fait la FACEG, on a fait tous les campus, qui sont des maîtrisards, des diplômés. Et se mettre sur moto en tant que travail, pour moi, ce n'est pas vraiment ce qu'il faut pour cette population. Je crois que c'est un moyen de suivi pour le moment. Mais nous devons faire de manière que l'économie se relance, de manière que ces gens-là, qui sont secteurs pour pouvoir occuper des postes où leur capacité intellectuelle veut dire, puisse vraiment servir. Parce que ingénieurement, vraiment, ils nous aident à quitter un point à un point. Mais je pense que les diplômés de la FACEG ou des médecines, tout ça là, on peut mieux les utiliser. Exactement. Et encore un point que je vais souligner, parce que moi j'étais rendu à une grande société sur place la fois dernière. J'ai vu que la secrétaire, elle a un poste ordinateur avec un téléphone et c'est tout ce qui est sur son bureau. Bon, donc si elle n'a pas appel, elle regarde comme ça, alors que cette personne pourrait mieux former pour mieux servir. Je pense qu'il y a aussi un problème de sous-emploi dans ce pays. Les emplois ne sont pas utilisés à un rendement supérieur. Bon, il faudrait que l'État prenne des mesures de manière que chaque poste d'ordinateur puisse avoir une connexion Internet. Du moment où la personne, s'il n'a rien à faire pour son boulot, au moins puisse aller sur Google, des recherches, se forme. Et sont des médias qualifiés qu'on a besoin plus tard. Et j'allais dire aussi que d'autres secteurs informels, il faudrait qu'on crée des structures en place pour les former à servir mieux dans notre économie. Sinon, bon, voir les gens sur moto, c'est un boulot, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. D'accord. Ça aussi, c'est un autre problème. Hein. Le sous-emploi, c'est un autre problème. Ah, ça, c'est l'éternel problème que nous avons, non seulement au Togo, mais dans tous les pays d'Afrique noire, où il y a des régimes qui ne sont pas populaires, qui ne sont pas vraiment démocratiques. C'est la misère africaine. Alors que l'Afrique a tout ce qu'il faut pour donner de l'emploi à ses enfants et d'empêcher naturellement que ces enfants aillent émigrer et ces enfants instruits ou capables d'entreprendre aillent se servir d'autres pays à l'étranger. Moi, dans ma génération, ceux qui sont sortis du lycée, du collège Saint-Joseph dans les années 62, 63, 64, nous tous, personne n'a voulu rester en France. Sauf ceux qui s'étaient mariés à une Française. Moi-même qui me suis marié à une Française, par ailleurs, je lui ai dit non, tu viens chez moi au Togo. Je lui avais posé comme condition de le faire. Bon. Et on n'avait pas idée à l'époque de rester en France. Pas du tout. On aimait vivre dans notre pays. Mais après, on a vu que les générations suivantes, ceux qui nous ont suivis, ils n'avaient plus envie, quand ils allaient faire leurs études en France ou en Europe, ils n'avaient plus envie de revenir au pays. Parce que les conditions de travail dans le pays, les conditions d'accès aux postes de responsabilité n'étaient pas justes, elles n'étaient pas claires. Il y avait des favoritismes, des ségrégations, il n'y avait pas la reconnaissance du mérite, et c'est ça qui a fait que
les Togolais, comme beaucoup d'autres Africains de pays non démocratiques, ont cherché à aller faire valoir leur mérite à l'étranger. Il y a des Togolais qui sont allés en Côte d'Ivoire, d'autres qui sont allés au Gabon, et la plupart sont allés en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, comme ce jeune homme, Monsieur Bocho. Et ça, c'est la perte de nos forces vives. Parce que qu'est-ce qui est resté au Togo? C'est les médiocres. Excusez-moi. À quoi je veux dire? Moi, je ne suis pas médiocre, hein, mais je suis resté quand même. Mais en pourcentage, vous avez 80% de médiocres qui sont restés au Togo. Il n'y a que 20% qui sont vraiment des compétents. Alors qu'à l'étranger, vous avez 80%, 90% des Togolais qui sont à l'étranger qui sont des gens très compétents, dont on a besoin ici. Regardez, dans l'administration, on a dû faire appel aux retraités de ma génération pour venir assurer le maintien de l'administration. Quelle honte! Alors que la jeunesse, moi, mes enfants, ils sont plus forts que moi. Ils sont beaucoup mieux que moi. Ici, non. Ici, ceux qui sont restés au pays, on doit faire appel aux vieux. Et il y a beaucoup de vieux qui ont refusé parce que ce qu'on leur donne en plus, vu que le pouvoir d'achat du Togolais a baissé depuis 1980 à aujourd'hui, le pouvoir d'achat a été divisé par 3. Quand vous proposez à un retraité d'être payé avec ce qu'on paye maintenant, parce que le franc de maintenant vaut 1/10 du franc de 1980. Donc maintenant, ce qu'on lui paye maintenant, c'est le même tarif qu'en 1980, c'est-à-dire 10% de ce qu'il gagnait avant. Le gars, il ne va pas accepter. Ou alors s'il y va, il ne va pas donner du fond du cœur. Donc il y a vraiment un divorce. Il y a une fracture sociale dans ce pays. Une fracture profonde qui fait que quand vous avez le bras cassé, vous ne pouvez plus le manipuler. Et donc le Togo, il est cassé. Et il ne peut pas se remettre debout. C'est pourquoi il nous faut un changement de régime. Il faut le soigner. Ouais, je pense que je suis un peu concerné par l'appréciation que vient de faire le professeur Khalif sur la condition de l'intérieur. On ne peut pas dire que les médiocres, 40% des médiocres ici au Togo, je ne crois pas. Parce que j'ai des employés qui sont très valeureux, qui sont très vaillants, et je les apprécie énormément. Bon, il faut voir les autres qui sont en dehors. Ouais. Vous avez pris les 20% de bons. Non, mais les 80% sont restés dehors. Ils n'ont pas d'emploi. Professeur Khalif, permettez-moi de vous dire que je crois que lorsque j'ai la chance de quitter ce pays pour aller aux États-Unis, je ne serais pas considéré un bon si seulement j'étais resté au pays. C'est que j'ai la chance de pouvoir aller aux États-Unis pour devenir un bon, ou d'avoir le mécanisme qui m'ont permis de devenir bon. Je crois que dans ce pays, ce qui manque, c'est l'opportunité. Et c'est ça qu'on doit adresser. Aux États-Unis, vous êtes étonné d'arriver aux États-Unis, voir des gens qui dorment en plein air, sans toit. On peut dire que ce ne sont pas des bons. Mais je ne crois pas que c'est le problème. Le problème, c'est l'opportunité qui n'est pas accordée aux Togolais sur place. Et c'est ce que nous devons adresser. Parce que ceux qui sont arrivés aux États-Unis ou dans la diaspora, ce n'est pas l'opportunité. Parce que quelqu'un t'a aidé, moi, ce n'est pas ma famille, parce qu'ils ne sont pas aussi riches pour pouvoir permettre de pouvoir aller aux États-Unis. Bon, j'ai eu la chance d'avoir un sponsor américain qui m'a permis de pouvoir aller aux États-Unis. Et alors là, dire que je suis bon plus que ceux qui sont restés ici, ce n'est pas approprié. Bon, ce que nous voulons adresser, c'est voir dans quelle mesure l'État pourrait faire des efforts pour que ceux qui sont restés ici ont des opportunités pour mieux se valoir. C'est ça qui est le plus important qu'on doit adresser. Malheureusement, il ne le fait pas. C'est ça. Oui, mais je crois que l'apport de la diaspora ne se situe pas seulement en termes de finances. Quand nous avions donné l'exemple la dernière fois au Mali, il y a un programme qui permet aux chercheurs, aux professeurs de la diaspora, aux professeurs chercheurs maliens de la diaspora, de revenir tous les ans dans leur pays pour former les étudiants. Bien sûr, parce qu'il y a un régime au Mali qui est exceptionnel. Il y a un qui est là-bas. Je pense que ce qui me frustre un petit peu lorsqu'on parle toutefois de la politique dans ce débat, parce que je crois que le développement fait des efforts considérables pour se mettre à un niveau de pouvoir revenir et aider à l'intérieur. Bon, on a maintenant des gens qui sont professeurs dans les universités, des gens qui commencent par avoir une éducation appropriée pour venir aider. Bon, on va aider. Déjà maintenant, des retours de fonds, il y aura des retours intellectuels. Bon, je crois que ce qui est nécessaire, c'est de voir quel mécanisme il faut mettre en place. Et j'aimerais que on dépolitise un peu les choses. Parce que j'ai participé à cette réflexion, je voudrais dire toutefois, que lorsque la politique arrive, il y a fissure, il y a déballement des choses. Et de même la religion. Nous devons dépasser ce débat de politique et de religion. Parce que le Togolais, le problème qui se pose aujourd'hui, quand moi j'étais allé la fois dernière année, il y a des cotocolis comme des kabillets, comme des wati, des ébés, des minas sur le marché. Et personne ne parle de sa religion, de sa formation politique, mais ils sont venus sur le marché pour faire l'échange, n'est-ce pas?
Donc, je pense que c'est ce que nous devons créer comme condition de développement pour ce pays. Nous devons arriver dans ce pays que l'État togolais, s'il est d'une mouvement potentiel, d'une mouvement politique, oublie ça, il nous voit en tant que des acteurs économiques. Des acteurs de développement. Développement économique. Et c'est en ce sens que nous voulons être appréciés. Et c'est pourquoi j'étais frustré à dernière des mésaventures que j'ai vécues ici, pour mes affaires ou de conteneurs qu'on sort. Nous devons, et je vous dire que curieusement, la fois dernière, j'étais allé à Tapamé pour prendre l'argent à BTD pour pouvoir aller à Nier faire l'achat. Et je me suis arrêté chez deux messieurs et demandé à ce qu'il me dirige à la BTD. Et le monsieur dit, vous allez où? Il y a BTD. Il dit, ah ok, bon, vous êtes venu ici pour faire l'affaire. Il dit, non, je suis venu pour faire un commerce au niveau d'Anier pour acheter des trucs là. Mais il dit que bon, si vous êtes intéressé pour que je sois à Tapamé, contacte-moi. Et curieusement, ce monsieur, c'est un gendarme. Bon, pour dire que bon, là, les gens sont prêts pour aider. Donc, nous devons voir dans quelle mesure nous pouvons mettre tous les acteurs économiques en place, créer des conditions favorables pour le développement économique de ce pays. C'est ça, pour moi, c'est ça le nécessaire. Oui, mais monsieur vit à l'étranger, il ne vit pas au Togo. Il ne connaît pas les conditions des acteurs économiques dans le pays. Que si vous n'êtes pas du bon bord, vous êtes exclu du marché. Oui, moi, je peux le démontrer dans mes propres affaires. Oui. On m'a mis KO, on m'a cassé. Oui, on a cassé d'autres personnes parce que je n'accepte pas d'être soumis à la dictature. Oui, mais lui, sa préoccupation, c'est qu'on arrive à extirper de la... Ah oui, qu'on arrive à changer. Ah oui, ça, le changement, on l'attend. On l'attend. Malgré toutes les bonnes déclarations de Saint-Fort. Oui, on l'espère. Hein. Mais au-delà de la création des conditions favorisant la croissance des transferts d'argent vers les pays du Sud, est-ce qu'il est possible aujourd'hui pour nos gouvernants d'apporter du soutien à cette diaspora? Soutien en termes d'information, conseils juridiques, prêts sans intérêt. Est-ce que c'est possible pour permettre à cette diaspora d'être beaucoup plus forte à l'extérieur? Est-ce que cela est possible? Tout à fait. La fois dernière, je passais d'un dynamisme qui doit aussi arriver au niveau du système bancaire. De manière qu'il y a une connexion de l'intérieur du système bancaire avec la diaspora pour que les flux soient moins taxés, c'est-à-dire que bon, on puisse faire venir nos épargnes ici et que l'État nous accompagne. Si maintenant j'ai besoin de prêts et que le prêt me coûte 20%, alors la marge bénéficiaire dégagée pourrait être consommée par les frères ou les extérieurs de manière que je ne peux même pas être en mesure de continuer. C'est ce qui m'est arrivé à nos États. Lorsque l'on parle de dettes colossales qu'on ne peut plus rembourser, on demande à FMI, à la Banque mondiale de pouvoir alléger nos dettes. C'est ce problème d'intérêt qui pose problème. Donc je pense que l'État, si la volonté hier, peut faire vraiment beaucoup pour nous accompagner à ce qu'on puisse vraiment revenir ici, faire beaucoup pour le pays. Monsieur Galif, est-ce que c'est possible aujourd'hui pour nos gouvernants des 17 diasporas, peut-être en matière d'information, leur donner des informations, leur donner des prêts sans intérêt pour leur permettre de mieux s'établir là où ils sont et les bénéfices dégagés pour qu'ils puissent venir les investir dans le pays? Est-ce que c'est possible? Mais tout est possible. C'est une question de volonté politique. Il faut voir la stratégie politique du gouvernement en place. S'il veut vraiment le développement du pays sans couleur politique, hein, il l'aurait fait depuis longtemps. Malheureusement, tout est politisé. Nos téléphones sont sur écoute, nos internets sont sur écoute. On ne peut rien faire. Oh là là, tout ce que nous vivons ici, vous êtes dans la presse là-haut, mais vous n'êtes pas dans le pays, même dans les affaires, pour voir ce qui se passe. Le Togo dispose de fonds à l'extérieur extraordinaires qui sont prêts à venir s'investir. Même l'Union européenne, elle a freiné les crédits qu'elle devait débloquer depuis 2007-2008. Ça a été freiné parce que les conditions d'accueil et d'exploitation de ces revenus, de ces crédits, n'étaient pas claires. Donc il faut la confiance. Tout revient au stade de la confiance. Un homme n'avance pas un pas s'il n'a pas confiance que là il ne va pas tomber. Donc c'est ça qui est le problème du Togo, c'est la confiance. On n'a pas la confiance. On n'a pas la sécurité. Dans tous les sens du terme. Sécurité physique, sécurité juridique, sécurité fiscale. Parce qu'on peut vous déclencher un contrôle fiscal parce que vous n'êtes pas du bon côté. Hein? Donc, alors que ceux qui pillent le pays, ceux qui font des affaires énormes à la douane, etc., eux, ils ne sont pas inquiétés du tout. Ils vont payer juste une taxe de 80 000 francs de TPU, alors qu'ils font des milliards et des milliards et des milliards. Hein, tout ça, ça décourage des bonnes initiatives. Ça, moi, vraiment, je vous assure que si on m'achetait mes biens d'ici, je laisserais ce gouvernement
tranquille. Et je m'en irai comme la diaspora, j'irai rester à l'extérieur en attendant que les choses changent. Je les laisserai tranquilles, mais tant qu'ils m'emmerderont ici, qu'ils ne voudront pas me laisser au moins vendre mes biens pour que je parte, je les emmènerai. D'accord, ok. Aujourd'hui, il y a un exemple très frappant sur le terrain. Quand on voit ces 10 dernières années, on voit que la Chine a beaucoup envahi le continent africain. C'est bien sûr avec la bénédiction, l'encouragement de leurs dirigeants. Hein. D'une manière ou d'une autre, ces dirigeants ont aidé ces entreprises privées à s'installer sur le continent africain. Donc c'est de ces genres d'accompagnement dont je veux parler. Est-ce que c'est possible pour nos États? Parce que s'il faut aller au développement, il nous faut forcément passer par là. Ouais, tout à fait. Je pense que la Chine en fait un bon boulot dans cet accompagnement qu'elle fait à cette industrie de pouvoir envahir l'Afrique. Je pense que nos États peuvent aussi faire le même. La France, pour vendre ses sites nucléaires ou ses constructions nucléaires, mais je vois que le président français, M. Sarkozy, fait des déplacements pour lui-même, pour pouvoir convaincre les partenaires pour pouvoir acheter les biens ou disons les technologies françaises. Je crois qu'aujourd'hui, même à l'intérieur, nos États ne nous accompagnent pas. Mais vous arrivez, je parle maintenant de cette confiscation du marché par les deux sociétés qui sont MoneyGram et Western Union. Maintenant, en tant que national, maintenant, je n'ai pas la possibilité de pouvoir signer un contrat avec une institution de place pour pouvoir créer notre système de transfert d'argent à moins que pour notre diaspora. Donc ça, ce sont des entraves que l'État doit pouvoir intervenir, d'abord lever au niveau national d'abord, et maintenant nous accompagner au-delà de notre territoire pour qu'on puisse faire des affaires en dehors du Togo. Et en ce sens, nous avons besoin d'une collaboration